Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction d'un exercice de bac sur les probabilités. Alors si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors dans cet exercice, on nous dit que le codage base64 utilisé en informatique permet de représenter et de transmettre des messages et d'autres données telles que des images en utilisant 64 caractères. Les 26 lettres majuscules, les 26 lettres minuscules, les chiffres de 0 à 9 et deux autres caractères spéciaux. Alors on nous dit que les parties A, B et C sont indépendantes, et dans la partie A, on nous dit que dans cette partie, on s'intéresse aux séquences de 4 caractères en base 64. Par exemple, G minuscule, P majuscule, 3, G minuscule est une telle séquence, et dans une séquence, l'ordre est à prendre en compte. Les séquences M5C2 et 5C2M ne sont pas identiques. Dans la première question, on nous demande de déterminer le nombre de séquences possibles. Alors dans l'énoncé, on nous dit que l'ordre est à prendre en compte, ce qui nous incite à utiliser la notion de quuplet. Et effectivement, on va dire qu'une séquence, c'est tout simplement un quadruplet dont les éléments sont les 64 caractères qui sont utilisés dans la base 64. Donc par exemple, pour le premier caractère, il y aura 64 possibilités. Pour le deuxième caractère, il y aura aussi 64 possibilités. Pour le troisième, 64 possibilités, et pour le dernier, 64 possibilités aussi. Et donc d'après le principe multiplicatif, il y aura 64 fois 64 fois 64 fois 64 possibilités. Et donc pour rédiger cela, nous allons dire qu'une séquence, c'est un quadruplet de l'ensemble des 64 caractères. Et donc on peut affirmer qu'il y a 64 puissance 4, c'est-à-dire 64 fois 64 fois 64 fois 64 possibilités, c'est-à-dire 16 777 216 séquences possibles. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le nombre de séquences si l'on impose que les 4 caractères sont différents 2 à 2. Alors dans ce cas, une séquence c'est toujours un quadruplet de l'ensemble des 64 caractères, sauf que les caractères ne vont pas se répéter. Par exemple, il y aura 64 possibilités pour le premier caractère, il n'y aura plus que 63 possibilités pour le deuxième, il n'y aura plus que 62 possibilités pour le troisième et 61 possibilités pour le quatrième. Alors la notion qui est en jeu ici, c'est la notion de quuplet d'éléments distincts. Et donc pour rédiger, on va dire qu'une séquence de 4 caractères différents 2 à 2, c'est un quadruplet d'éléments distincts de l'ensemble des 64 caractères. Et donc d'après le principe multiplicatif, on peut dire qu'il y a 64 multiplié par 63, multiplié par 62, multiplié par 61, c'est-à-dire 15 249 024 séquences possibles dans ce cas. Dans la question 3a, on nous demande de déterminer le nombre de séquences ne comportant pas de lettre A majuscule. Alors dans ce cas, encore une fois, une séquence sera tout simplement un quadruplet, sauf que cette fois-ci, l'ensemble des caractères possibles n'est pas composé de 64 caractères, mais d'uniquement 63 caractères, puisqu'on exclut le A majuscule. Donc pour le premier caractère, il y aura 63 possibilités aussi pour le suivant, 63 pour le troisième et 63 pour le dernier. Et d'après le principe multiplicatif, il suffira tout simplement de multiplier 63 par 63 par 63 par 63. Donc pour rédiger la réponse, on va dire tout simplement qu'une séquence ne comportant pas de A majuscule, c'est un quadruplet d'un ensemble à 63 éléments. Et donc on sait alors dans ce cas qu'il y a 63 puissance 4, c'est-à-dire 15 752 961 possibilités. Dans la question B, on nous demande d'en déduire le nombre de séquences comportant au moins une lettre A majuscule. Alors pour trouver cela, on va tout simplement prendre le nombre total de séquences et on va retirer toutes les séquences qui ne contiennent pas de lettre A majuscule. Cela nous donnera le nombre de séquences qui contiennent au moins une fois la lettre A majuscule. Autrement dit, on peut dire qu'il y a tout d'abord donc 64 puissance 4, c'est-à-dire le nombre total de séquences possibles, moins 63 puissance 4, c'est-à-dire le nombre de séquences qui ne contiennent pas la lettre A, et cela va donner le nombre de séquences qui contiennent au moins une fois la lettre A, c'est-à-dire 1 024 255 séquences comportant au moins une lettre A majuscule. Dans la question C, on nous demande de déterminer le nombre de séquences comportant exactement une fois la lettre A majuscule. Alors pour trouver ce nombre de possibilités, on va commencer par rappeler qu'une séquence c'était un quadruplet où chaque élément était pris parmi 64 caractères. Ici nous voulons une fois la lettre A majuscule, donc la première chose qu'il va falloir faire c'est de choisir
une des 4 positions pour y placer la lettre A majuscule. Autrement dit, on va choisir un élément parmi 4, c'est-à-dire qu'il y aura 1 parmi 4 possibilités de choisir un emplacement pour la lettre A majuscule. Par exemple, A majuscule sera ici ou bien ici, etc. Et une fois qu'on aura placé le A majuscule, eh bien, il suffira tout simplement de choisir un caractère pour les autres emplacements, à savoir que ce caractère ne pourra pas être le A majuscule. Autrement dit, il y aura 63 possibilités pour le premier, 63 possibilités pour le deuxième, 63 possibilités pour le troisième. Et donc pour chaque choix d'emplacement de la lettre A, eh bien, il y aura 63 multiplié par 63 multiplié par 63 possibilités. Alors sachant que 1 parmi 4 est égal à 4, donc ici nous avons 4 multiplié par 63 à la puissance 3. Et donc finalement, on trouve qu'il y a 1 188 séquences comportant exactement une fois la lettre A majuscule. Dans la question D, on nous demande de déterminer le nombre de séquences comportant exactement 2 fois la lettre A majuscule cette fois-ci. Alors ici, le principe sera le même. Encore une fois, nous avons 4 caractères qui vont former une séquence et nous allons commencer par choisir 2 emplacements où nous allons placer la lettre A majuscule. Donc par exemple, on pourra mettre le A ici et ici, ou bien ici et ici. Et donc cela revient à choisir 2 éléments parmi 4, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 parmi 4 possibilités de choisir 2 emplacements où on va placer la lettre A majuscule. Et donc une fois que ces 2 emplacements ont été choisis et qu'on a placé le A majuscule, eh bien pour les autres emplacements, il restera uniquement 63 possibilités puisqu'on ne va pas rechoisir à nouveau la lettre A majuscule. Donc 63 possibilités pour cet emplacement, 63 possibilités pour cet emplacement, et donc d'après le principe multiplicatif, au total, il y aura 2 parmi 4 multiplié par 63, multiplié par 63 possibilités. Alors pour calculer 2 parmi 4, il suffit tout simplement de faire 4 multiplié par 3 divisé par factoriel 2, c'est-à-dire 1 fois 2, le tout multiplié par 63 multiplié par 63. Alors factoriel 2, donc 1 fois 2, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. Donc ici, nous avons 6 multiplié par 63 multiplié par 63. Et donc finalement, on trouve qu'il y a 23 814 séquences comportant exactement 2 fois la lettre A majuscule. Dans la partie B, on nous dit qu'on s'intéresse à la transmission d'une séquence de 200 caractères d'un ordinateur à un autre. On nous dit qu'on suppose que la probabilité qu'un caractère soit mal transmis est égale à 0,01 et que les transmissions des différents caractères sont indépendantes entre elles. Alors on note x, la variable aléatoire, qui est égale au nombre de caractères mal transmis. Et dans la première question, on nous dit qu'on admet que la variable aléatoire grand X suit la loi binomiale. On nous demande de donner ses paramètres. Alors on rappelle que dans une loi binomiale, il y a 2 paramètres, n et p. N, c'est le nombre de répétitions, et P, c'est la probabilité de succès lors d'une répétition. Ici, on voit qu'on transmet 250 caractères d'un ordinateur à un autre. Autrement dit, on a répété 250 fois une même épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à 2 issues, succès et échec. Et donc, puisqu'ici, la variable x va compter le nombre de caractères mal transmis, on va chercher pour une transmission quelle est la probabilité que le caractère soit mal transmis. D'après l'énoncé, cette probabilité est de 0,01. Donc le paramètre P vaut 1 centième. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la probabilité que tous les caractères soient bien transmis. On donnera l'expression exacte, puis une valeur approchée à 10 puissance moins 3 près. Alors ici, on souhaite que tous les caractères soient bien transmis, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun caractère mal transmis, c'est-à-dire qu'on va calculer P de x égale 0. Alors pour cela, on va utiliser une formule. On sait que si x suit une loi binomiale, eh bien P de x égale 0, c'est 0 parmi le nombre total de répétitions, c'est-à-dire 250, multiplié par la probabilité de succès à la puissance 0, c'est-à-dire 0,01 puissance 0, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,01, à la puissance 250 moins 0. Alors, on sait ensuite que 0 parmi 250, ça fait 1, et plus généralement, 0 parmi n, ça fait 1. 0,01 à la puissance 0, ça va donner 1. 1 moins 0,01, ça va donner 0,99. Et donc, puissance 250 moins 0, c'est-à-dire puissance 250. Et finalement, on trouve que P de x égale 0, c'est 0,99 à la puissance
250. Et lorsqu'on tape ceci avec une calculatrice, on trouve que P de x égale 0 est approximativement égal à 0,081. Dans la question numéro 3, on nous demande que pensez-vous de l'affirmation suivante: la probabilité que plus de 16 caractères soient mal transmis est négligeable. Autrement dit, ce qu'on souhaite estimer ici, c'est la probabilité que x soit strictement plus grand que 16. Alors pour calculer cette probabilité, on peut passer par l'événement contraire, et donc l'événement contraire de x strictement plus grand que 16, eh bien ce sera x inférieur ou égal à 16, et donc p de x strictement plus grand que 16, ce sera 1 moins p de x inférieur ou égal à 16. Ensuite, nous allons calculer la probabilité qui est ici à l'aide d'une calculatrice. Alors pour faire cela sur cette calculatrice, eh bien on appuie sur la touche seconde, puis sur la touche var pour accéder au menu distrib. On va chercher la fonction binôme frep qui est ici. Nous allons mettre les paramètres. Donc ici le nombre d'essais est de 250. La probabilité de succès c'est 0,01. Et ici on veut que x soit inférieur ou égal à 16. Donc on va taper 16. Et on trouve que p de x inférieur ou égal à 16 est environ égal à 0,9999. Autrement dit, p de x strictement plus grand que 16, ce sera environ 1 moins 0,9999, c'est-à-dire 0,0001. Et donc, puisque la probabilité que nous avons obtenue ici est très petite, c'est 1 dix millième, eh bien on peut dire que la probabilité que plus de 16 caractères soient mal transmis est effectivement négligeable. Autrement dit, l'affirmation est correcte. Dans la partie C, on nous dit qu'on s'intéresse maintenant à la transmission de 4 séquences de 250 caractères. On note x1, x2, x3 et x4, les variables aléatoires qui correspondent au nombre de caractères mal transmis lors de la transmission de chacune des 4 séquences. Alors on admet que les variables x1, x2, x3, x4 sont indépendantes entre elles et suivent la même loi que la variable aléatoire grand X qui est définie dans la partie B. On note grand S, la variable aléatoire x1 plus x2 plus x3 plus x4, et on demande de déterminer en justifiant l'espérance et la variance de la variable aléatoire grand S. Alors pour répondre à cette question, nous allons voir deux méthodes différentes. La première méthode consistera à utiliser les propriétés de l'espérance et de la variance, et la deuxième méthode consistera à utiliser la notion d'échantillon et de variable somme d'un échantillon. Alors dans la première méthode, nous allons calculer directement l'espérance de la variable grand S, et nous aurons besoin tout d'abord de calculer l'espérance de la variable grand X. Donc on va dire que l'espérance de grand X, c'est tout simplement n fois p, puisqu'on avait dit que x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors on sait que n c'est 250, on sait aussi que p c'est 0,01, et donc on en déduit que l'espérance de x c'est 2,5. De la même façon, on va calculer la variance de x. La formule dit que dans le cadre d'une loi binomiale, la variance de x c'est n fois p, multiplié par 1 moins p. Autrement dit, nous aurons ici 250 multiplié par 0,01 multiplié par 1 moins 0,01, c'est-à-dire 0,99, et on trouve alors que la variance de x c'est 2,475. À partir de là, nous allons pouvoir calculer tout d'abord l'espérance de la variable s. Donc l'espérance de s, c'est tout simplement l'espérance de x1 plus x2 plus x3 plus x4. Et on utilise alors ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance, qui dit que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc ici, on peut dire que c'est l'espérance de la variable x1 plus l'espérance de x2 plus l'espérance de x3 plus l'espérance de x4. Mais on sait que toutes ces variables suivent la même loi, c'est-à-dire la loi de la variable grand X. Donc toutes ces espérances sont égales et elles sont égales à l'espérance de grand X. Autrement dit, ici, nous avons 2,5 plus 2,5 plus 2,5 plus 2,5, c'est-à-dire que l'espérance de la variable grand S est égale à 10. Ensuite, de la même façon, on va calculer la variance de la variable grand S en disant que la variance de grand S, c'est la variance de x1 plus x2 plus x3 plus x4. Et là, nous allons utiliser une propriété qui dit que lorsque des variables sont indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Donc ici, on a le droit d'écrire que, eh bien, on a la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de x3 plus la variance de x4. Et il faut justifier ici en disant que cette égalité est vraie parce que les variables x1, x2, x3 et x4 sont indépendantes.
Alors, on sait que la variance de toutes ces variables aléatoires est la même, elle est égale à la variance de x, puisqu'on avait dit que toutes ces variables ont la même loi que la variable grand X. Autrement dit, ici, on va avoir 2,475 plus 2,475, etc., etc., c'est-à-dire 4 fois 2,475. Et donc finalement, on trouve que la variance de grand S est égale à 9,9. Alors la deuxième méthode pour calculer l'espérance et la variance de grand S va consister à utiliser la notion d'échantillon. Alors tout d'abord, on va remarquer que la suite de variables aléatoires x1, x2, x3, x4 est un échantillon puisque ces 4 variables sont indépendantes et qu'elles suivent toutes la même loi. Et donc, puisque la variable grand S c'est la somme des 4 variables aléatoires x1, x2, x3 et x4, on peut dire que S c'est la variable somme d'un échantillon de taille 4 de la loi de la variable aléatoire grand X. Et donc dans ce cas-là, on dispose de formules qui permettent de calculer l'espérance de grand S et la variance de grand S. Alors on sait que l'espérance de grand S, c'est tout simplement la taille de l'échantillon, 4, multipliée par l'espérance d'une des variables dans la suite de cet échantillon, par exemple l'espérance de x1. Alors ici on va obtenir 4 multiplié par, donc on avait dit que l'espérance de x1 c'est pareil que l'espérance de x et on avait trouvé 2,5. Et donc finalement, on trouve que l'espérance de S, c'est 4 fois 2,5, c'est-à-dire 10. Et la deuxième formule qu'on va utiliser dit que la variance de la variable somme d'un échantillon, c'est tout simplement la taille de l'échantillon, donc ici 4, multiplié par la variance d'une des variables de cet échantillon, par exemple la variance de x1. Et on avait dit que la variance de x1, c'est la variance de x, et on avait calculé cette variance, on avait dit qu'elle valait 2,475. Et donc finalement, on trouve que la variance de grand S est égale à 9,9.